Ah ouais, c'est vraiment moche quand même, t'as pas de chance. Ouais, bon après c'est qu'une oreille tu vois. Mais bon si ça pouvait redevenir intact, comme par magie quand j'aurais fini le judo, ce serait pas mal quoi. Tu veux réparer ton oreille? Ouais. Comme dans Elysium? Dans quoi? Elysium, le film avec Matt Damon. Tu l'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu ce film. Bah attends, je vais te montrer. Ah bah vas-y. Dis donc, j'appuie sur un pas de princesse, il déteste pas. C'est révoqué, mais il va avoir la haine au réveil. Tu te souviens de son caca nerveux quand il a perdu ses jambes? Ah ouais, quand même. Là c'est sûr que c'est pas mal hein. Oh tiens Elysium. Ouais, Maxime doit se refaire l'oreille comme dans le film. Ouais, enfin bon, faut pas rêver, c'est qu'un film hein. C'est de la science-fiction. Ça, de la science-fiction? C'est de la science tout court. C'est une version plus évoluée de la bioimpression. De la quoi? Bah de la bioimpression. Vous vivez dans quel monde? C'est de l'impression 3D mais avec des cellules vivantes à la place de l'encre. Ouah, j'ai pas tout compris, mais ça a l'air vraiment pas mal. Ben, je crois qu'on a trouvé le sujet de notre prochaine émission. Alors les gars, la bioimpression, on en est où? On est calé? Je pensais pas que ça serait aussi intéressant. Bien, puisque nous connaissons notre sujet à la perfection, je crois qu'il est grand temps de vous le présenter. Alors, notre émission se déroulera de la façon suivante. Dans un premier temps, nous verrons bien sûr qu'est-ce qu'une imprimante 3D, pour ensuite comprendre le fonctionnement de la bioimpression, par son histoire, sa définition, jusqu'à ses applications actuelles. Vous serez incollable. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons aborder l'aspect technique. Comment tout cela peut-il exister? Quel en est le fonctionnement? Nous vous dévoilerons tous les secrets de la bioimpression. Enfin, pour finir, nous verrons quelles sont les perspectives de cette technologie, mais aussi, bien sûr, quelles en sont les limites. Ce petit générique nous a permis de voir que la naissance de la bioimpression était le fruit du croisement de l'évolution des techniques d'impression 2D vers l'impression 3D d'une part, Et d'autre part, de celle de la recherche médicale, qui de tout temps a cherché à pallier des déficiences du corps humain, les handicaps, les accidents et les maladies, en réparant ou remplaçant des tissus, des membres ou des organes. L'impression 3D, c'est l'impression couche par couche d'un objet en relief. À la place de l'encre, on peut utiliser toutes sortes de matériaux, du chocolat au béton, en passant par le plastique, et imprimer du tout petit autre écran. Mais chaque fois, on procède de la même façon. On modélise l'objet. Il est ensuite virtuellement découpé en tranches qui correspondront ensuite à une épaisseur d'impression. Comme on peut le voir dans la vidéo,
Ici, un Yoda est créé sous vos yeux par couche d'1 mm d'impression. L'impression 3D en elle-même n'est pas une révolution, car elle est utilisée dans l'industrie depuis une vingtaine d'années pour créer des prototypes sans avoir recours à des moules ou des contre-moules. Ce qui est une réelle évolution technologique, c'est la multiplication de ces applications. À ses débuts, elle est utilisée dans le prototypage industriel, alors qu'aujourd'hui, elle s'attaque à tous les domaines du quotidien. De la culture à la gastronomie, en passant par des bijoux, ou encore des digues, elle s'invite même aujourd'hui chez les particuliers. Ainsi, on peut voir sur le schéma que les ventes d'imprimantes 3D à domicile ont été multipliées par 500 entre 2007 et 2012, c'est-à-dire durant 5 ans. Et bien sûr, le monde médical y a eu l'occasion d'utiliser ces performances. Et ce, dans plusieurs directions. Pour les étudiants en médecine, par exemple, on modélise une articulation que l'on reproduit ensuite en 3D. C'est plus intéressant et pédagogique que d'apprendre sur un schéma, et c'est plus facile à mettre en œuvre qu'une dissection. En chirurgie aussi, la 3D se révèle précieuse. Par exemple, en août 2002, l'équipe chirurgicale qui devait séparer deux sœurs siamoises par le crâne s'est au préalable entraînée en pratiquant l'opération sur des modèles de leur boîte crânienne réalisés en 3D. Ainsi, les risques d'erreur étaient minimisés et le temps d'intervention considérablement réduit. Et pour les dentistes aussi, plutôt que de faire une empreinte, un moule et un contre-moule, on scanne, on imprime en 3D avec une précision inégalée et totalement adaptée aux patients. Exact. En parlant de prothèses, l'histoire s'est d'ailleurs considérablement accélérée au cours de ces 3 dernières années avec un certain nombre de premières mondiales. La forme et l'architecture de ces structures solides sont définies en fonction des caractéristiques anatomiques du patient. Et donc, comme elles sont obtenues par imagerie médicale, elles sont parfaitement adaptées. En 2011, une patiente de 83 ans qui souffrait d'une infection grave avec nécrose de l'os de sa mâchoire inférieure a reçu une prothèse de mâchoire réalisée en impression 3D. Une chirurgie classique de reconstruction présentait de nombreux risques. Les médecins ont donc préféré lui retirer l'os entier et le remplacer par cette prothèse en titane, réalisée parfaitement sur mesure et totalement personnalisée. C'était la première fois au monde qu'une prothèse 3D était implantée sur un patient. Le 9 février 2012, c'est un enfant de 3 mois qui a bénéficié des progrès de ces technologies. Le petit Kaiba Guillaume Prideau souffrait depuis sa naissance d'un affaissement des parois de la trachée respiratoire et des poumons qui entraîne régulièrement des pertes de connaissance nécessitant une réanimation. Un médecin de l'université du Michigan a donc conçu pour lui une prothèse biodégradable à l'aide d'une imprimante 3D qu'il lui a ensuite implantée pour soutenir ses bronches. En réalité, les médecins utilisent depuis longtemps des prothèses trachéales pour pallier ces épisodes de détresse respiratoire. Mais ces prothèses métalliques étaient fabriquées à la main. Elles étaient donc lourdes, jamais parfaitement adaptées à l'organisme et longues à créer. De plus, elles nécessitaient une deuxième intervention pour être retirées, alors que celle du petit Kaiba, créée en polymère biodégradable, disparaîtra d'elle-même d'ici 3 ans quand elle sera devenue trop petite et que les tissus sains auront pris le relais. En août 2012, un exosquelette sur mesure a été fabriqué pour permettre à Emma de retrouver l'usage de ses bras. Atteinte d'une maladie congénitale, la petite fille n'avait pas la faculté de bouger ses bras à l'aide de sa propre force. Des chercheurs de l'hôpital pour enfants de Philadelphie connaissaient un exosquelette pour des adultes handicapés similaire, mais métallique, donc trop grand et trop lourd pour un enfant. L'impression 3D leur a permis d'en créer un dans un plastique robuste, identique à celui utilisé pour les Lego. Peu cher à réaliser, cet exosquelette pourra être réimprimé à mesure de la croissance d'Emma. Enfin, tout récemment, le 18 février 2013, le FDA, Food and Drug Administration, l'agence américaine du médicament, a autorisé la création d'un implant crânien par impression 3D. 2 semaines plus tard, le 4 mars 2013, un patient a reçu cet implant en remplacement de 75% de son crâne.
opération sans précédent, mais qui pourrait concerner beaucoup de malades atteints de cancer des os ou d'accidents de la route. On voit donc que cette capacité qu'a l'impression 3D à personnaliser ses prothèses ouvre de vastes perspectives. Mais bien sûr, la médecine souhaite aller plus loin. Imprimer du vivant, c'est ce sur quoi travaille l'ingénierie tissulaire. Alors, parlons maintenant de l'ingénierie tissulaire. Nous ne sommes pas des salamandres. Nous n'avons pas leur capacité à nous régénérer. Certains de nos tissus ou organes peuvent le faire naturellement, comme l'os ou la partie épidermique de la peau. Mais la plupart n'en sont pas capables. Lorsque l'un de nos tissus ou organes est défectueux, on peut le remplacer définitivement, soit par une prothèse, Soit par une greffe, Soit on fait appel à la médecine régénératrice afin de le restaurer. soit à l'aide de la thérapie cellulaire, qui traite les pathologies par administration de cellules choisies et modifiées à l'extérieur du corps, ex vivo, c'est la transplantation de cellules. ou par ingénierie tissulaire. C'est une nouvelle stratégie médicale qui date des années 80, que la National Science Foundation, organisation internationale indépendante, définit ainsi l'ingénierie tissulaire comme l'application des principes et des méthodes de l'ingénierie et des sciences de la vie pour comprendre les relations entre les structures et les fonctions des tissus normaux et pathologiques des mammifères et le développement des substituts biologiques pour restaurer, maintenir ou améliorer la fonction des tissus. Donc soit elle vise à recréer un tissu fonctionnel, soit à créer un tissu qui prendra le relais d'un tissu défaillant. Elle recrée ou imite in vitro des modèles représentatifs de la situation in vivo. Pour cela, il fait appel à des connaissances pluridisciplinaires. Les sciences chimiques, les biopolymères, la médecine, les sciences du vivant, qui représentent la biocellulaire et les biomoléculaires, les sciences de l'ingénieur ou les sciences physiques pour la biomécanique. L'ingénierie tissulaire, avant l'impression 3D, avait deux approches traditionnelles. La première, la synthèse d'un tissu à l'extérieur du corps pour implantation future. Exemple, des greffes de peau qui fonctionnent déjà depuis plus de 10 ans. Cette méthode exploite la capacité qu'ont les cellules à s'auto-assembler spontanément et sur laquelle on reviendra plus tard. Et la deuxième est l'implantation d'appareils conventionnellement désignés par le terme scaffolds, échafaudage, ensemencés de cellules qui vont se régénérer in vivo. Ces appareils sont composés de biomatériaux ou d'un polymère non toxique et vont se dégrader pour laisser place aux nouveaux tissus. Comment ça fonctionne? On a donc une structure d'échafaudage biodégradable à la structure géométrique spécifique, ensemencée avec des cellules et des facteurs de croissance, placée dans un milieu de culture. Pendant une période donnée dans un bioréacteur, enfin, on obtient un tissu ou un organe formé. Le bioréacteur est nécessaire car dans l'organisme, les cellules sont constamment sollicitées par des signaux électriques, chimiques ou mécaniques qui leur indiquent comment se comporter. Si ces signaux ne sont pas adéquats, elles risquent de se désorganiser et de mourir. Les bioréacteurs permettent de créer un milieu de culture qui se rapproche des conditions intracorporelles. Ainsi, les cellules sont constamment approvisionnées en oxygène et en nutriments et débarrassées du dioxyde de carbone et des déchets. Le tout avec les paramètres de culture tels que le pH, la température ou contraintes mécaniques constamment contrôlées. Et c'est à cette étape-là qu'est intervenue la révolution de l'impression 3D du vivant, la bioimpression. L'idée de base est simple. Pourquoi ne pas imprimer en 3D des cellules comme on imprime du plastique? La communauté des chercheurs s'accorde à reconnaître à J. Robert Klebe la paternité de l'idée de départ. Alors qu'il travaillait sur une protéine extracellulaire, la fibronectine, il a pensé à utiliser son imprimante HP et remplacer l'encre de ses cartouches par un complexe de fibronectine. Il en a fait état dans un premier article publié en 1988 dans Experimental Cell Research. Et en 1994, il relate la première expérimentation de l'impression de cellules dans la revue scientifique The Journal of Tissue Culture Methods. Et alors qu'à cette époque, il était le seul à explorer cette piste de travail, depuis, la communauté scientifique l'a largement investi. En témoignent les nombreuses publications qui paraissent et viennent approfondir ce sujet chaque année.
Par rapport au procédé classique, la bioimpression permet d'imprimer les cellules et l'échafaudage en même temps d'une part, et surtout, grâce à sa capacité de déposer les cellules où l'on le souhaite, de créer des structures précises avec une répartition des cellules uniforme, ce qui est difficile à contrôler par ensemencement classique. Les scientifiques du monde entier travaillent donc désormais à ces applications, et les avancées se multiplient. On va citer les principales étapes de cette évolution. En 2008, le professeur Nakamura de l'université de Toyama et son équipe parviennent à imprimer ce qu'on pourrait appeler biotubes semblables à des vaisseaux sanguins, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Les tubes font 1 mm de diamètre et peuvent être créés à raison de 15 mm par minute. La même année, en mars, un autre pionnier de la bioimpression, Gabor Forgacs, chercheur à l'université du Missouri, imprime des tissus cardiaques ainsi que des vaisseaux sanguins à partir de cellules de poulet et de 3 têtes d'impression. Contrairement à celui du professeur Nakamura, ce procédé n'imprime pas qu'une seule cellule à la fois, mais des groupes de cellules. Des sphéroïdes contenant chacune des dizaines de milliers de cellules. Ce procédé permet aux cellules de fusionner entre elles car il est moins agressif et plus rapide. Ainsi, pour Gabor Forgacs, il n'était pas nécessaire d'imprimer tous les détails de l'organe. Il suffit juste d'initier le processus et de laisser la nature faire le reste. Et effectivement, 70 heures après l'impression, les cellules s'étaient amalgamées en un tissu vivant qui, 90 heures après l'impression, a commencé à battre. En 2010, Leo Tarkoj du Laser Center Hanover et ses collègues impriment des cellules de peau. Et, en décembre de la même année, la société Organovo crée les premiers vaisseaux sanguins, cette fois à partir de cellules humaines. En mai 2011, Tony Atala imprime en direct un rein à la télé. Donc là on peut voir qu'il est en train de le scanner. Il est ensuite virtuellement coupé en tranches et modélisé. Et ensuite il lance l'impression. Là il est en train d'expliquer que l'imprimante est en direct en train d'imprimer sur le plateau de télé. Donc on peut voir que certes il est doté de capacités biologiques rudimentaires et non fonctionnelles, mais il est quand même constitué de cellules vivantes. Et là il le montre. Enfin, en 2013, une équipe de l'université d'Édimbourg raconte dans un article de la revue Biofabrication du 5 février comment ils ont réussi à imprimer des cellules souches embryonnaires humaines et qui ont survécu. Ces cellules souches embryonnaires humaines sont importantes pour 2 raisons. La première, elles peuvent se multiplier à l'infini. La seconde, la plus importante, elles peuvent se différencier en n'importe quel tissu de l'organisme. On dit qu'elles sont pluripotentes. Car à chaque stade de l'embryon, différentes cellules apparaissent et elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Par exemple, entre 0 et 4 jours, l'embryon se développe et forme des cellules dites totipotentes. Ces cellules sont les seules à pouvoir engendrer un être humain entier, mais trop jeunes, elles ne seront pas utilisées par la science. En revanche, entre le 5e et le 8e jour, d'autres cellules apparaissent. Cette fois-ci très précieuses, ce sont les fameuses cellules souches embryonnaires. Pluripotentes, ces cellules peuvent former la totalité des tissus de notre organisme, soit près de 200 types. Enfin, à partir du 8e jour, on ne parle plus de cellules souches embryonnaires, mais de cellules souches adultes. Ces cellules multipotentes, présentes également chez l'adulte, ne sont plus capables de donner tous les tissus de l'organisme, mais un nombre plus réduit. C'est pourquoi les scientifiques s'intéressent surtout aux cellules souches embryonnaires, les seules à pouvoir se transformer en n'importe quelle cellule du corps. En fait, ce schéma résume très bien ce phénomène.
On remarque ici la cellule souche embryonnaire qui est pluripotente, ce qui va lui permettre de se diviser en cellules souches adultes multipotentes et enfin se différencier en tout type de cellules, qu'elles soient nerveuses, sanguines ou encore intestinales. Et on n'avait jamais fait ça. Non, on avait déjà testé et réussi des expériences d'impression avec des cellules souches de rongeurs, mais avec celles des humains, c'est beaucoup plus fragile, donc plus difficile à manipuler. Or, le système qui a été décrit ici par l'équipe a épargné la quasi-totalité des cellules souches. Un jour après l'impression, 95% étaient toujours vivantes et 89% après 48 heures. En plus, un marqueur a permis de relever qu'elles avaient gardé leurs propriétés intrinsèques, c'est-à-dire leur pluripotence. C'est vraiment épatant. De la peau, des vaisseaux sanguins, des patchs pour le cœur, des cellules souches, oui. Et aussi des tissus musculaires, du cartilage, plein de pistes explorées. Je suppose qu'aujourd'hui, on peut donc dire que ça fonctionne. Oui, aujourd'hui, on peut dire que ça fonctionne. Avec les nouvelles technologies existantes, on est capable d'imprimer tous les constituants d'un tissu, d'une cellule souche ou d'une cellule différenciée, d'origine animale ou humaine, qui sont viables in vitro et même in vivo, puisque des essais d'implantation sur des animaux ont donné des résultats satisfaisants. Donc ça fonctionne. La bioimpression n'est pas une science-fiction, mais c'est bien la réalité. Mais pour l'instant, c'est une réalité de laboratoire. Tout cela est bien joli, d'accord, ça marche. On va maintenant entamer la deuxième partie de notre émission en se demandant comment, d'abord d'un point de vue technologique, puis d'un point de vue biologique. Il existe deux grands procédés d'impression 3D. Le premier, historiquement, ne s'appelait pas impression 3D et stéréolithographie. C'est Chuck Hull qui, dès 1984, en avait déposé le brevet et la première imprimante a été commercialisée en 1988 par la société 3D System. Le système consiste à solidifier des matériaux sensibles aux rayons UV. La pièce est construite sur une plateforme horizontale plongée dans un plastique liquide, un métal en poudre, de la résine, en tout cas un matériau non solidifié. Le faisceau laser balaye la surface du bac justement aux endroits solidifiés. Puis, le support s'abaisse, une couche de matière est à nouveau étalée et le laser durcit la seconde couche, et ainsi de suite, couche après couche. À l'issue, il suffit de ressortir la pièce du liquide ou alors la débarrasser des résidus en poudre, bref, enlever la matière en trop. Comme on vient de le voir avec du liquide, l'opération est aussi réalisable dans de la poudre qui est durcie de la même façon par le laser. On retire donc après l'excédent, d'abord grossièrement avec l'aspirateur, puis plus finement au pinceau. Le deuxième procédé, presque contemporain du premier, puisque son brevet date de 1989, est dû à Scott Crump et s'appelle FDM pour Fused Deposition Modeling. La première imprimante a été commercialisée en 1991 par la société Stratasys.
Comme on peut le voir dans cette vidéo, c'est aussi un système qui construit la pièce couche après couche, mais cette fois par dépôt de matière. En l'occurrence, c'est un matériau liquéfié qui est déposé par une tête d'extrusion. On appelle cela la fabrication additive. En anglais, LBL pour Layer by Layer. Par la suite, plusieurs systèmes de dépôt ont été développés. Extrusion, projection, mais l'idée de départ reste la même. Empiler des strates comme un millefeuille. Nous allons maintenant étudier les différents procédés de la fabrication d'impression dite additive. Ici, nous avons celle à jet d'encre avec celle thermique et piezoélectrique. Ici, nous avons l'impression acoustique, l'impression valve G, puis ici l'impression à laser, directe et indirecte. Tout d'abord, l'impression jet d'encre. Initialement, c'était des imprimantes de bureau qui avaient simplement été modifiées. L'encre habituelle avait été remplacée par le liquide contenant les cellules dans les cartouches et l'ordinateur contrôlait le schéma d'impression. Alors, on a une buse qui contient le liquide avec les cellules et un dispositif, soit thermique, soit piezoélectrique. Dans le dispositif thermique, on a une résistance thermique qui émet une bulle d'air qui génère la gouttelette des cellules. Ensuite, dans le dispositif piézoélectrique, le capteur, qui est généralement un cristal, soumis à une charge, se dilate et poussant ainsi la bioencre qui éjecte la gouttelette. Ensuite, nous avons l'impression acoustique. Ce procédé utilise la capacité qu'a l'énergie acoustique à être convertie en énergie cinétique. Comme on peut le voir sur l'image, et comme le phénomène se produit lorsqu'on place un verre d'eau près d'une baffle, si cette énergie est concentrée en un point, une gouttelette finit par être éjectée. Ce procédé permet de générer des gouttes qui se mesurent en picolitres, soit 10-12 litres. La taille de la goutte est inversement proportionnelle au niveau de la fréquence. Avec une fréquence haut débit, jusqu'à 100 000 gouttes par seconde sans risque de contamination, puisque le fluide cellulaire n'est pas en contact avec le mécanisme d'éjection. Puis nous avons l'impression valve G. Cette méthode s'appuie sur le principe d'extrusion. Le liquide contenant les cellules est poussé vers le bas par air comprimé, principe du pousseur, et la taille et le nombre des gouttelettes est contrôlé par la durée et la fréquence d'ouverture de la valve. Celle-ci est elle-même contrôlée par une impulsion électrique. Comme vous pouvez le voir ici, une petite vidéo illustre ce principe. Et maintenant, l'impression laser. À gauche, le schéma de l'impression laser directe. Le laser est focalisé dans une suspension cellulaire et les photons piègent et guident les cellules vers le substrat. À droite, la technique utilisée n'est plus qualifiée de directe car l'éjection de la gouttelette se fait par l'intermédiaire d'une bulle de vapeur. Cette technique à l'origine permettait le dépôt de minuscules quantités de substances à partir d'un film solide vers un substrat solide par l'action du rayon laser. Mais plus tard, il a été démontré qu'elle pouvait aussi opérer à partir d'un film liquide. Ici, on a une source de laser qui, à l'inverse d'un laser conventionnel qui produit habituellement un rayonnement continu, produit ici des flashs très brefs de lumière qu'on appelle impulsions. Chacune dure de quelques fs à 100 fs, c'est pour ça qu'on appelle ce laser un femtolaser. Je rappelle qu'un femtoseconde équivaut à 10-15 secondes, soit 1 millionième de milliardième de seconde. Pour donner une autre grandeur, il faut 100 fs à la lumière pour traverser l'épaisseur d'un cheveu. On a ensuite une lentille, un système de focalisation qui permet de régler la taille de l'éjection.
Puis, on trouve une lame revêtue d'une couche absorbante, or ou titane, qui permet la conversion de l'énergie lumineuse du laser en chaleur par absorption ou par conduction. En dessous, il y a une couche d'un composé cellulaire hydrogel qui est l'élément à imprimer, et enfin, un substrat receveur. Quand l'énergie du laser se convertit en chaleur, une bulle de vapeur se forme, et quand celle-ci éclate, elle provoque un transfert d'énergie vers la bioencre sous forme d'énergie cinétique et non thermique, ce qui serait dommageable pour les biomatériaux. Sur ce schéma apparaissent aussi tous les paramètres déterminant la réussite de l'impression. Les paramètres environnementaux d'abord, la température et l'hygrométrie. Autant, quand il s'agit d'encre traditionnelle, il est important que le temps de séchage soit le plus court possible, par exemple, quand vous imprimez une photo. Autant, en ce qui concerne le vivant, les cellules ou tout autre biomatériau, le séchage signifie la mort. Or, il faut qu'elles survivent assez longtemps après l'impression pour avoir le temps de mener à bien le processus d'agrégation entre elles. C'est pourquoi on les encapsule dans un hydrogel. D'une part, pour les humidifier, d'autre part, parce que cette gélification empêche l'étalement quand les gouttelettes entrent en contact avec le support, et enfin, pour que cet hydrogel les protège de l'éventuelle chaleur pendant le transfert. Ceci nous amène à parler des caractéristiques de la bioencre. L'épaisseur de la couche, évidemment, qui doit être en relation avec la taille de la bulle et s'exprime en micromètres. La tension de surface, c'est l'énergie qu'il y a à la surface d'un milieu en interaction avec un autre. Cela correspond au phénomène qui permet à un objet léger de flotter à la surface d'un liquide, comme le moustique qui se pose sur l'eau. En l'occurrence, la tension de surface de la goutte va déterminer son étalement sur le support, de même que sa viscosité. Celle-ci influence la formation du jet et de l'étalement. Si on considère ces anneaux olympiques qui illustrent un cours de Fabien Guillemot imprimé avec différentes teintures, dans la même condition, on voit combien la viscosité peut impacter le résultat. L'encre de Chine part en spray et le verre sulfo s'étale complètement. Les caractéristiques du support donneur, composition et épaisseur, sont aussi importantes, de même que celles du support receveur, son humidité, son revêtement, et surtout son écart par rapport au support émetteur qui s'exprime en micromètres. Et enfin, ce qui est capital, c'est le laser et tous ces réglages qui déterminent la quantité d'énergie reçue par la surface, l'affluence. Celle-ci est responsable de l'émission de la bulle de vapeur quand elle se situe au-delà d'un seuil sur ce schéma F0. En dessous, l'affluence est insuffisante pour générer une bulle, mais on voit sur le schéma qu'entre F0 et F1, s'il y a bien émission d'une bulle, ce n'est pas une condition suffisante pour obtenir le dépôt d'une gouttelette marquée par les étoiles, triangles, ronds ou carrés sur le schéma. La bulle se forme, mais son explosion ne produit pas assez d'énergie pour éjecter un dépôt, comme on peut le voir sur cette animation. A contrario, si l'affluence est trop importante, l'éjection se fera en panache. Il faut donc tout paramétrer pour arriver à ce résultat. Mais, si l'on revient sur ce schéma, on voit qu'entre le régime sous le seuil qui ne produit pas de dépôt et celui qui produit en spray, la relation qui relie le volume de la goutte, en picolitres, et l'affluence, en joules par centimètre carré, est linéaire. Plus le film donneur reçoit d'énergie, plus le volume des gouttes augmente, indépendamment de la taille du rayon. En revanche, si on se penche sur le schéma de droite, on voit que plus le rayon, largeur et hauteur, est grand, plus les gouttes sont grandes. Et c'est là qu'intervient la focalisation du rayon. Pour la bioimpression, plusieurs paramètres sont déterminants. D'abord, la densité ou concentration, c'est-à-dire la quantité totale de bioencre déposée en un point donné. Elle est déterminante car si elle est insuffisante, elle ne permet pas la communication cellulaire et donc les cellules ne s'agrégeront pas entre elles. Ensuite, nous avons la résolution,
en points par pouce ou Dodge per in. Si elle est trop basse, on ne peut reproduire la structure d'un tissu vivant. Elle doit donc être micrométrique pour permettre de contrôler les processus d'auto-assemblage cellulaire. Et enfin, la taille des gouttelettes pour la précision. Pour l'imprimante à jet d'encre, la densité ne peut être augmentée sans risque d'abîmer les cellules ou de voir la buse se boucher. Donc, on l'élimine. Pour la résolution, on garde les impressions acoustiques et laser. Mais ensuite, on voit que le laser offre une plus grande gamme de tailles. Et c'est le laser qu'a choisi le laboratoire d'ingénierie tissulaire de l'Université de Bordeaux, la seule équipe qui à ce jour travaille sur la bioimpression en France. En revanche, le Massachusetts Institute of Technology a préféré se diriger vers l'impression acoustique. Donc on a développé il y a quelques années avec une société bordelaise donc un prototype que vous voyez ici, donc qui intègre un laser nanoseconde, donc un laser infrarouge que l'on vient focaliser donc sur des cartouches. Et sur ce support, on va venir étaler donc un film mince d'encre qui va contenir nos cellules. Et donc on va venir après focaliser le laser sur cette fine couche métallique et ça va générer donc l'éjection de micro-gouttelettes. Le laser est capable de propulser des micro-gouttelettes de cette encre biologique avec une précision de quelques microns. Il peut envoyer des dizaines de milliers de gouttelettes par seconde et, en superposant les couches, faire une impression en 3D. Voilà les aspects technologiques de la bioimpression. Examinons maintenant le versant biologique. On a vu qu'un des enjeux essentiels de la bioimpression réside dans la fiabilité des cellules. Pour cela, leur vitrification à l'aide le plus souvent d'un gel est déterminante. Oui, il est vrai qu'on a déjà vu que l'hydrogel protégeait la cellule de la chaleur ainsi que d'amortissait sa chute. Oui, mais l'hydrogel sert aussi à autre chose. Si l'on regarde cette vidéo, on remarque que lorsqu'on dépose des cellules sans structure, ça va être fragile et donc ça risque de s'effondrer. Pour soutenir le tissu naissant, on imprime toujours sur le principe de l'empilement couche par couche, mais on imprime en alternance une couche de cellules, puis une couche d'hydrogène, qui c'est du collagène, de la gélatine ou autre. On continue ainsi à ajouter des épaisseurs pour construire l'objet final. Ce matériau support doit être bien adapté pour apporter son soutien aux cellules, sans y adhérer, ni même modifier leurs propriétés. Selon les besoins, il peut être plus ou moins sensible chimiquement ou thermiquement. Conservé à l'état liquide, il est semi-rigidifié durant l'impression. Mais cette aide au maintien n'est que provisoire. Elle va vite s'interrompre lorsque les cellules auront fini de s'agréger. On va peut-être expliquer le processus d'agrégation. Eh bien, pour obtenir un tissu vivant, il faut que les cellules se mettent à fonctionner ensemble, qu'elles créent des connexions entre elles. Il faut un certain temps de maturation et certaines conditions, d'où le bioréacteur que nous avons évoqué précédemment, qui recrée les contextes et les signaux nécessaires. Mais les cellules ont bel et bien les capacités de s'agréger spontanément. Et tout le succès de la bioimpression repose sur ce phénomène d'auto-agrégation. Exactement. Si l'on regarde sur ce schéma, on dépose en cercle des agrégats de cellules, des sphéroïdes contenant des cellules. Dès les premières heures, elles commencent à se relier pour finalement former une colonne complète. Et si on le regarde à la fin de la vidéo de tout à l'heure, on arrive au même résultat. Voilà, tu peux obtenir la forme que tu désires. Pour cela, il suffit simplement de placer les sphéroïdes dans une forme géométrique donnée. Ce qui est précisément réalisable avec la bioimpression qui permet de les déposer exactement où l'on souhaite. Comme on peut le voir ici, on peut obtenir une plaque en les plaçant comme cela, un cube en les plaçant comme ça, un tube,
un anneau, même des branchements. On peut obtenir un bâton très facilement et comme un réseau. Il suffit simplement de respecter une certaine distance entre elles, pas trop éloignée pour leur permettre de communiquer et fonctionner ensemble. Aujourd'hui, et c'est l'une des vocations de l'ingénierie tissulaire, on ne connaît pas encore bien le lien entre la forme d'un organe et sa fonction. Ainsi, lorsqu'on essaye d'imprimer un organe, on essaye par la même occasion de reproduire la forme que la nature et sa morphogénèse lui ont donnée. C'est pour cette raison que dans son show télévisé, M. Atala, lorsqu'il reproduit sur le plateau TV un rein, lui donne la forme d'un rein. Donc, pour résumer, il suffirait juste de scanner, de modéliser, d'imprimer et d'attendre que la nature fasse le reste. C'est absolument ça. Exact. On en vient alors à imaginer les perspectives d'avenir. Et ce sera l'objet de notre troisième partie. Si on se réfère à Bioness Partner et au schéma que voici, dans le domaine de la médecine régénératrice, on retrouve 3 applications actuelles, leucémie et anémie, les régénérations des cartilages et les brûlures, ainsi que des applications en développement, maladies cardiaques et vasculaires, l'incontinence urinaire et les dystrophies musculaires. Quant aux autres, elles sont plus éloignées dans le temps. Au sein de la médecine régénératrice, les applications qui risquent de voir le jour le plus rapidement sont les tissus simples, tels que la cornée, la peau ou les os. En fait, il y a 4 niveaux de complexité et les tissus simples se situent au premier niveau. Ce sont des structures plates avec essentiellement un seul type de cellules. Ce sera de ce fait les plus faciles à réaliser. Ensuite, au deuxième niveau, viennent les structures tubulaires avec 2 types de cellules tels que les vaisseaux sanguins. Puis au troisième niveau, on trouve les organes creux comme l'estomac ou la vessie. Chacun avec des fonctions plus complexes et en interaction avec d'autres organes. Enfin, le but ultime, le 4e niveau, ce sont les organes dits pleins tels que le cœur, le foie ou les reins. Mais le frein à ces développements se situe au niveau de la vascularisation. Au stade actuel des recherches, on est capable de fabriquer des tissus très minces de l'ordre de quelques centaines de microns pour lesquels une simple perfusion naturelle par milieu de culture suffit. Pour aller au-delà, une vascularisation du tissu est indispensable pour apporter aux cellules les nutriments et l'oxygène dont elles ont besoin, sinon elles se nécrosent et meurent. La viabilité long terme d'un organe dépend de son irrigation, et aucun labo aujourd'hui n'a encore réussi à imprimer le réseau de petits et de gros vaisseaux des structures vasculaires complexes. À titre d'exemple, voici le système de vascularisation du cœur. Tant que l'on n'a pas la capacité de reproduire cet enchevêtrement au sein même du tissu, on est limité dans ce que l'on peut réaliser. C'est vraiment dommage, il y a une telle pénurie de dons d'organes dans le monde que ça pourrait être une solution. Regarde, on peut voir sur ce schéma que la liste des demandeurs de transplantation est beaucoup plus importante que les greffons disponibles. Exactement. Et non seulement ce serait intéressant quantitativement, mais aussi qualitativement, puisqu'en utilisant les propres cellules du patient pour imprimer son nouvel organe, on éliminerait les problèmes de rejet et donc le besoin de recourir aux médicaments immunosuppresseurs qui les préviennent. Il n'y aurait plus de soucis, ni de compatibilité, ni de complications. Et le système immunitaire de la personne pourrait être maintenu. Malheureusement, comme on le disait, ce n'est pas envisageable à court terme ou à moyen terme. Mais regarde l'évaluation de l'université de Berkeley, elle est plutôt optimiste. Aujourd'hui, ils recherchent à imprimer des nouveaux médicaments, des nouvelles peaux, du cartilage, des os, des remplacements de tissus, des remplacements d'organes et des cellules souches. L'université de Berkeley pense que d'un point de vue juridique, on pourrait y adopter d'ici 3 à 5 ans pour voir une commercialisation d'ici 5 à 10 ans. Fabien Guillemot, lui, il est beaucoup plus réservé dans ses pronostics. Pour lui, imprimer un cœur ou un rein fonctionnel, bien sûr, appartient encore à l'univers du rêve. En revanche, en ce qui concerne les tissus simples, il estime qu'on peut raisonnablement espérer le premier essai clinique d'ici moins de 10 ans. Il imagine même qu'un jour, il sera possible d'imprimer in situ et in vivo. C'est-à-dire l'imprimer directement sur le patient et que son équipe et lui ont déjà réussi sur une souris dont la boîte crânienne avait été trouée.
Mais Fabien Guillemot est beaucoup plus réservé dans ses pronostics. Pour lui, imprimer un cœur ou un rein fonctionnel, bien sûr, appartient encore à l'univers du rêve. En revanche, en ce qui concerne les tissus simples, il estime qu'on peut raisonnablement espérer les premiers essais cliniques d'ici moins de 10 ans. Il imagine même qu'un jour, il sera possible d'imprimer in situ ou in vivo, c'est-à-dire d'imprimer directement sur un patient, ce que son équipe et lui ont déjà réussi sur une souris dont la boîte crânienne avait été trouée. Une expérimentation a déjà été menée in vivo sur des souris. Après avoir réalisé 2 petits trous sur le dessus de la boîte crânienne, les chercheurs ont imprimé directement sur les souris des ensembles de cellules, en espérant que celles-ci commencent à réparer les trous. Et les premiers résultats sont très encourageants parce que d'une part on a montré que les cellules imprimées in vivo conservaient toutes leurs fonctions et qu'on pouvait elles se multipliaient jusqu'à 2 mois. Et on a des premiers éléments qui montrent une cicatrisation après. De même pour la peau, l'équipe du Wake Forest Institute a perçu une subvention du ministère de la Défense pour développer une impression de peau non seulement in vivo mais portative. Un chercheur nous le démontre ici. Les blessures par brûlure représentent en effet 10 à 30% des victimes sur un champ de bataille. La peau chez un adulte atteint 2 mètres carrés de superficie et remplit beaucoup de fonctions différentes. Par exemple, la régulation thermique ou la sensibilité du toucher, et surtout la protection contre les infections. Or, au-delà de 4 cm de diamètre, une brûlure ne peut pas se guérir par elle-même. Traditionnellement, et ce depuis 30 ans, la solution se trouvait dans la greffe d'une peau saine, prélevée sur une autre partie du corps du patient lui-même. Mais cette autogreffe, et même le recours à des greffons disponibles, demandent des délais de préparation importants quand il s'agit de sauver une vie, et même envisager une guérison fonctionnelle totale, sans parler de l'aspect esthétique. Pour accélérer ce processus, les chercheurs travaillent donc sur une impression de peau in situ pour déposer des couches de cellules de peau directement dans la blessure. Un scanner balaye la blessure pour identifier son étendue et sa profondeur. Il convertit en image 3D et ainsi détermine le nombre de couches de cellules qui devraient être déposées pour restaurer la configuration normale du tissu blessé. Des essais concluants ont déjà été menés sur des souris. En effet, des chercheurs ont percé un trou dans la peau de 2 souris différentes. Puis, l'une des souris a cicatrisé naturellement, tandis que l'autre a cicatrisé grâce à la bioimpression. La première souris, qui a cicatrisé grâce à la bioimpression, voit sa plaie recouverte par une fine membrane au bout d'1 semaine. Puis, au bout de 2 semaines, la plaie est quasi complètement cicatrisée. Tandis que la souris qui cicatrise naturellement n'a aucune avancée après 1 semaine. Le début de la cicatrisation a lieu la 2e semaine, puis, au bout de la 3e semaine, un trou est toujours largement apparent. Dans un premier temps, le développement que l'on peut envisager pourrait correspondre à de la bioimpression du tissu simple in vivo. Oui, mais la bioimpression du tissu peut aussi avoir des applications qui ne sont pas de l'ordre du soin et de la réparation, mais de la recherche fondamentale. Ces tissus peuvent servir de support, de test d'efficacité ou de toxicité de nouvelles molécules pour l'industrie pharmaceutique comme pour l'industrie cosmétologique. Ainsi, le 22 octobre dernier, la société californienne Organovo a présenté lors d'une conférence scientifique des résultats préliminaires d'une étude de toxicité du paracétamol sur le foie. Et alors, vous me direz-vous? Vous allez me dire, c'est pas une première, certes, mais celle-ci avait ceci d'exceptionnel qu'elle avait été menée sur un tissu vivant fabriqué par impression 3D. Cette opportunité d'évaluer les molécules sur des tissus de synthèse va d'autant plus impacter les industries concernées qu'elles n'ont plus le droit, depuis juillet 2013 et l'entrée en vigueur de la réglementation européenne REACH qui contrôle l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, de recourir à des animaux pour ce type de test. Il leur faut donc trouver des modèles alternatifs et les tissus de synthèse représentent une solution de substitution pour l'avenir. De même, on peut non seulement imprimer des cellules saines, mais aussi des cellules malades pour étudier leur prolifération, leur comportement ou leur fonctionnement. Ainsi, des chercheurs ont déjà imprimé des cellules cancéreuses pour mieux les connaître. Pour conclure, là encore les possibilités sont infinies et les différentes pistes de travail multiples. On peut chercher à combiner les différentes techniques d'impression connues, chacune ayant ses atouts, les associer pour être positifs. On peut aussi beaucoup progresser sur les logiciels de modélisation. Aucun n'existant tout fait sur le marché,
Les labos sont obligés de développer leur propre application, ce qui les limite. Et enfin, on peut aussi commencer à intégrer le temps dans la réflexion avec de la matière inerte. Quand on maîtrise l'impression, on maîtrise l'objet. A l'inverse, avec du vivant, quand le tissu est imprimé, il n'est pas terminé. Il faut tenir compte du paramètre temporel qui va le faire évoluer, voire le transformer pendant la phase de post-impression. Anticiper cela et l'intégrer à la programmation peut être qualifié d'impression 4D. C'est la prochaine étape. Ouah, ça fait rêver quand même. T'imagines que dans quelques dizaines d'années, quand on aura franchi ces petits obstacles, on pourra être immortel. Ouais, enfin, regarde dans l'Elysium. Un jour, peut-être que ce sera possible. Mais je pense que l'immortalité, c'est quand même à manier avec précaution. Attends, on a peut-être s'engager sur cette voie. Tous les spécialistes ils s'accordent sur ce point que le cerveau il pourra jamais être reproduit à l'identique, alors ça limite tout de suite les spéculations. Ouais, mais la question se pose quand même. T'imagines si on pouvait remplacer à l'infini tous nos organes défectueux, sauf notre cerveau? Mais avant même de vieillir et d'avoir des organes défectueux, on pourra tout simplement se doter d'organes plus performants. Je veux plus de capacité pulmonaire? Hop, un petit coup d'impression. Ouais. Tu veux plus de muscles? Allez hop, un petit coup d'impression. Et tout ça sans soucier des contrôles antidopage. Voilà, d'un petit coup par-ci, un petit coup par-là, il va surtout y avoir un gros coup financier. Oui, c'est vrai, il y aura ceux qui le pourront et ceux qui ne le pourront pas. Ouais, et puis, d'un point de vue esthétique, tu t'imagines? T'aimes pas ton nez? Paf! Tu télécharges celui d'un top modèle sur internet et tu te l'imprimes. Ou même tu scannes ton visage à 20 ans. Et tous les 10 ans, régulièrement, tu le réimprimes. Ouais, enfin là, on aura des organes neufs, dans un corps vieux, un visage jeune, avec un cerveau âgé, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai qu'il y aura un grand nombre de questions éthiques à débattre, hein. Les dérives pourraient être infinies. Quoi? Mais c'est quoi ça? C'est une farce! Et mon oreille alors? Bah, je suis désolée, Max, ce sera pas pour tout de suite. Mais t'inquiète, un jour, je suis sûre, on aura une toute neuve. Enfin, ça sera pas avant tes 70 ans. Maxence, viens par ici! Quoi? Eh ben, tu m'as donné des faux espoirs là! Mais ce sera possible, mais pas à court terme. Il y a déjà eu d'énormes progrès technologiques, il y a encore beaucoup d'obstacles, il y a encore beaucoup de disciplines qui ont se croiser leurs compétences. Mais t'inquiète, quand ces obstacles variés et complexes auront été franchis, la bioimpression elle rendra d'énormes services à la médecine, aux patients, et peut-être même que des nouveaux services qu'on n'avait encore jamais imaginés jusqu'ici verront le jour. Enfin, faudra toutefois éviter les dérives de tout ordre. En tout cas, que ce soit en médecine ou dans d'autres domaines, l'impression 3D, c'est l'avenir. Nous allons donc laisser les derniers mots de notre émission à Monsieur Barack Obama. L'impression 3D a le pouvoir de révolutionner la manière dont nous produisons à peu près tout.